Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Nous sommes le 25 décembre 2023 et exactement 2 mois du jour du scrutin de la présidentielle. Il ne reste plus que quelques heures avant la clôture des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Une étape incontournable pour la participation à l'élection après l'étape de la collecte de parrainage et le dépôt de la caution. C'est désormais au Conseil constitutionnel d'examiner les dossiers de candidature pour désigner ceux qui remplissent les conditions pour être candidats. Dans ce journal, nous vous expliquons comment se déroule cette étape cruciale. À Bambilor, plus d'une centaine de propriétaires de terrains impactés par un projet de construction d'une route qui passe par le village de Keur-Simbiri jugent dérisoires les montants qu'ils ont reçus comme dédommagement. En plus d'une compensation financière, ces impactés réclament un site de recasement. Danger dans les transports en commun. Des passagers transportent parfois des objets dangereux, de la bouteille de gaz de la ménagère au fourneau du vendeur de café. Ces objets ou matériaux transportés comportent énormément de risques pour les passagers, le tout sous l'œil parfois insouciant du chauffeur ou de l'apprenti. Négligence ou inconscience, la question leur a été posée. À Kaffrine en 2023, 21 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. Une faible baisse par rapport à 2022 où 22 décès avaient été enregistrés. Un résultat insatisfaisant pour les autorités médicales qui se sont fixées comme objectif 0 décès lors des accouchements. Plus que quelques heures avant la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle au Conseil constitutionnel, une étape incontournable pour la participation à la présidentielle du 25 février 2024 après l'étape de la collecte de parrainage et le dépôt de la caution. C'est désormais au Conseil constitutionnel d'examiner les dossiers de candidature pour désigner ceux qui remplissent les conditions pour être candidats. Pour en savoir plus sur cette étape cruciale de l'élection, suivant les explications de Cheikh Diop. À quelques heures de la clôture du dépôt de candidature, les mandataires des différents partis et coalitions se bousculent aux portes du Conseil constitutionnel pour s'acquitter de leurs tâches. Une avant-dernière étape avant la vérification des parrainages cruciale pour toute participation à la présidentielle. Après la collecte et le paiement de la caution à la caisse de dépôt et consignation, le Conseil constitutionnel est l'organe en charge de valider ou non les dossiers de candidature. Pour ce qui est des dépôts, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il s'agit de la déclaration de candidature comprenant la liste des électeurs ou élus ayant parrainé le candidat et justification du paiement de la caution. Ils sont déposés au greffe du Conseil constitutionnel entre le 75e et le 60e jour avant le premier tour du scrutin fixé au 25 février 2024, soit entre le lundi 11 décembre et le mardi 26 décembre 2023. Lors du dépôt du dossier, le chef du greffe assisté d'un informaticien du Conseil constitutionnel fait procéder sans délai à l'ouverture, à la visualisation et à l'enregistrement chiffré aux fins de sauvegarde de l'intégrité des données du fichier électronique contenant la liste des parrains en présence du mandataire concerné, du candidat indépendant ou de son représentant, lesquels peuvent se faire assister d'un technicien de leur choix. Le chef du greffe établit un récépissé de dépôt faisant l'inventaire des pièces reçues et sur lesquelles sont opposées sa signature et celle du déposant. Il en est délivré copie à ce dernier. Le Conseil constitutionnel précise en outre que les dossiers n'ayant pas obtenu le minimum de parrains requis ne sont pas pris en compte dans les opérations de contrôle de parrainage. La publication de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 janvier prochain. En attendant, plus de 200 personnes ont déjà retiré leurs fiches de parrainage en vue de la présidentielle du 25 février 2024. Et pendant ce temps, à Bambilor, une centaine de propriétaires de terrains impactés par un projet de construction d'une route qui passe par le village de Keur-Simbiri jugent dérisoires les montants qu'ils ont reçus en termes de dédommagement, en plus d'une compensation financière. Ces impactés réclament un site de recasement dans la zone d'extension du village. Voici à ce propos, Cheikh Ndiaye, ils portent leur parole au micro de Babacar Seck. Après un temps, donc le préfet et des délégués de l'AGEROUTE et une dame dénommée
Ndeye Maguette Mboup. Donc nous avons appelé donc, au niveau de la préfecture pour nous proposer des prix de ces terrains-là. Des prix que nous avons jugés vraiment, des prix que nous avons jugés inimportants. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'État nous vienne en aide. Parce que nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous avons travaillé durement pour avoir une somme et venir ici acheter des terrains. Ces terrains-là, aujourd'hui, nous sommes prêts à les défendre à tout prix. L'État ne peut pas proposer des logements sociaux à côté, alors que pendant ce temps, vous voulez déguerpir des Sénégalais en même temps. Ce que nous voulons, c'est que l'État nous donne un autre site ou bien nous donne des logements sociaux ici, donc à Kersibiri. Parce que nous sommes des Sénégalais et nous sommes très pauvres. Aujourd'hui, pour avoir un terrain, il faut des années et des années pour avoir une somme et venir acheter un terrain. Nous voulons que l'État nous vienne en aide, le président de la République, le premier ministre Amadou Ba, mais aussi tous ceux qui peuvent nous aider pour vraiment la protection de ce site. Et à Sessène, c'est dans le département de Mbour, après un bras de fer avec une partie de la population, le conseil municipal a finalement validé le projet de construction de 20 000 logements et d'un stade multifonctionnel. Voici à ce propos les explications du maire de Sessène, Abdou Ndourfaye, au micro de notre correspondant. Vous savez que pour les 20 000 logements, le projet, on vient de voter la délibération tout de suite. On l'a voté avec 39 qui étaient présents. Je vous dis que 31 ont voté pour et il n'y a pas eu de contre. Il y a abstention. Il n'y a que 5 abstentions. Ça, et je remercie la population sessénoise. Personne n'a pas gagné, c'est Sessène qui a gagné. Vous savez que dans cette équipe qui était en train de contrecarrer, peut-être ils n'étaient pas bien informés, parce qu'il y avait des conseillers parmi eux qui étaient dans la salle. Mais lorsqu'ils ont su ce que le projet va faire pour la commune de Sessène, à partir de cela, tout le monde était d'accord. Et même eux aussi, je vous dis encore, ils n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas d'accord pour le projet. Ils disent qu'ils n'ont pas bien compris. Mortalité maternelle à Kaffrine durant l'année 2023. 21 femmes ont perdu la vie en donnant la vie dans la région. Une faible baisse du nombre de décès comparé à l'année 2022 où 22 cas avaient été enregistrés. Un résultat insatisfaisant pour les autorités médicales qui se sont fixées comme objectif 0 cas de décès lors des accouchements. Elles l'ont fait savoir lors du lancement de la semaine de la mère et de l'enfant dans la région de Kaffrine. Explication de Boubacar Falbop et Omar Ndiaye. Régression de la mortalité maternelle et néonatale qui passe de 22 décès en 2022 dans la région de Kaffrine à 21 en 2023. Les autorités médicales ne sont pas satisfaites car pour elles, l'objectif à atteindre est de 0 décès à la naissance. Et c'est possible. Le taux de mortalité maternelle, comparé à l'année dernière, nous avons fait une progression. Donc il y a eu une régression de la mortalité maternelle d'environ 26%. L'année dernière, on avait enregistré 22 décès au niveau de toute la région. Mais cette année, je pense qu'on est à 21. Un décès de moins, mais nous devons aller au-delà de cela parce que notre objectif, c'est 0 décès maternel. Pour y parvenir, les autorités médicales mettent l'accent sur la sensibilisation à grande échelle en insistant surtout sur la prévention du cancer du col de l'utérus et sur le don de sang. La promotion de la santé de la mère et de l'enfant se fait tous les jours, mais il va falloir à un moment donné quitter nos structures, quitter nos bureaux et aller à l'encontre de la communauté. Nous avons prévu de faire surtout la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Nous avons également des soucis pour les dons de sang, la disponibilité du sang. Il a été démontré scientifiquement que la première cause de mortalité maternelle reste
le déficit en sang. La semaine régionale de la mère et de l'enfant vient donc d'être officiellement lancée à Kaffrine et adossée au thème « Les 1000 premiers jours de la vie, de la naissance à 2 ans, une fenêtre d'opportunité à saisir ». Et pour ce qui est des violences subies par les femmes et les jeunes filles, en particulier en Casamance, en 2023, près d'une vingtaine de cas de mariage d'enfants ont été enregistrés, une cinquantaine de cas de viol liés aux grossesses précoces également ont été enregistrés. Des statistiques révélées par le service régional de l'action éducative en milieu ouvert qui inquiète justement des associations de la zone sud de Pakao. Elles ont d'ailleurs initié un forum communautaire de sensibilisation sur la question. Les détails dans cette correspondance d'Ousmane Demba et Aïssatou Ndiaye. En Casamance, le sort des jeunes filles reste peu enviable. Devant un parterre d'acteurs des régions de Sédhiou et de Kolda, le coordinateur du service régional de l'action éducative en milieu ouvert a dressé un tableau pas du tout reluisant. Ce qu'on a recueilli cette année, c'est à peu près plus d'une vingtaine de mariages d'enfants qu'on a traités au niveau du tribunal pour enfants. Ces cas sont placés dans les structures d'accueil de Ziguinchor en attendant vraiment une médiation. Ce qu'on constate, c'est des filles qui, dès l'âge de 13 ans, ils sont donnés en mariage contre leur gré. Pour ce qui concerne les grossesses, comme que l'AMO gère les 3 départements, là nous constatons qu'il y a à peu près plus d'une cinquantaine de grossesses qu'on a recueillies. Si les 3 régions souffrent des mêmes maux, la situation est plutôt alarmante à Goudomp, déplore Sam Sidine Sané, représentant du préfet de Sédhiou. 2015 à nos jours, presque les régions du sud se renvoient la balle par rapport à statistiques des grossesses précoces. Et tout récemment, je disais que voilà, le nombre de grossesses précoces enregistrées au niveau de Goudomp fera de Sédhiou la première région qui dame les pions par rapport à ces grossesses précoces. Dans cette zone du Balantakunda, le milieu scolaire reste très affecté, renchérit Idrissa Sambou, patron de l'AEMO. Dans beaucoup d'établissements, à Goudomp, il y a beaucoup de filles qui sont en état de grossesse. C'est le point focal du CDP qui est là-bas. À la tête d'un consortium de 4 organismes communautaires de base, l'association de la zone sud du Pakao, pilotée par Kéba Koté, mobilise des acteurs du Fouladou Pakao pour inverser cette tendance à travers un forum. Nous pensons que l'information et la sensibilisation seront accentuées. Les uns et les autres seront davantage informés et sensibilisés par rapport à ces réalités qui ont été mises en relief par l'exposé du coordinateur régional de l'AEMO. Financé par VLF, ce forum communautaire a mobilisé plus de 200 participants, essentiellement des femmes. Ils sont invités à démultiplier ces messages de sensibilisation à l'endroit des populations du Fouladou et du Pakao qui, en raison des pesanteurs socioculturels, partagent les mêmes réalités. Et à Sébikotane, pour lutter contre les violences contre les enfants, l'association d'aide aux orphelins a décidé d'ouvrir un orphelinat, un élan de solidarité. Une participation citoyenne a permis de prendre en charge une centaine d'orphelins et réagissant à la situation de la pouponnière Cœur Mandé de Ndella Major Diouf. Les membres de l'association ont demandé à l'État du Sénégal d'assurer un contrôle vigoureux des établissements d'accueil des enfants. Explication de notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck. Au moment où la prise en charge des enfants en difficulté pose problème, l'association d'aide aux orphelins de Sébikotane s'occupe de 130 garçons et filles grâce aux membres donateurs de l'organisation. La gestion est très difficile, c'est pourquoi nous avons pensé utile réunir ici tous les donateurs ou alors une bonne partie de ces donateurs, ces bonnes volontés qui ont accepté de donner leur argent, leur sueur ou alors parfois leur don en nature afin que nous puissions prendre en charge ces orphelins qui sont là gratuitement, qui ne payent rien parce que tout simplement c'est du social que nous faisons. Et le Sénégalais est par essence social. C'est pour la même cause que nous avons pensé utile réunir tout ce beau monde afin de leur montrer ce que nous avons effectué, le travail que nous avons effectué, mais aussi leur présenter notre bilan d'activité et nos projets futurs. Car nos projets futurs s'inscrivent dans ce qu'on appelle le WARF. Le WARF qui n'est rien d'autre que mettre en place d'autres infrastructures qui vont pouvoir prendre en charge à travers les revenus l'orphelinat, car nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vivre éternellement et de compter sur les dons. L'association d'aide aux orphelins de Sébikotane est en phase avec les lois et réglements qui régissent un tel établissement. Nous
nous avons quand même nous avons l'agrément, nous sommes en règle et nous faisons régulièrement ce qui se doit. Et il y a des contrôleurs de l'État qui viennent nous contrôler très souvent et ils sont satisfaits du travail que nous effectuons. Nous ne lésinons pas sur les moyens pour permettre à ces enfants d'être dans d'excellentes conditions et l'État en est conscient et nous, heureusement par la grâce de Dieu, pour l'instant nous n'avons pas du tout des problèmes de prise en charge par rapport à ces pauvres enfants pour qu'ils puissent être dans d'excellentes conditions. Pour satisfaire la demande de plus en plus croissante, l'association d'aide aux orphelins de Sébikotane est en train de finir de nouveaux locaux, dont un établissement scolaire. Et puisqu'on est Noël, les membres de l'association Bozafi transmettent la magie de Noël aux enfants dont les parents sont décédés en mer en tentant la migration irrégulière. Ils ont organisé une cérémonie de remise de cadeaux de Noël à ces orphelins. Les membres de cette association demandent plus de considération et d'assistance de l'État vis-à-vis de ces orphelins. Compte rendu Muntaga Khan et Mamadouba. Si les enfants dont les parents sont morts par la voie de l'immigration irrégulière sont manifestement contents des cadeaux reçus, ce n'est pas le cas pour les organisateurs qui accusent l'État de négliger les victimes de cette immigration. Chaque semaine, je reçois au moins 2 familles qui recherchent leurs parents perdus de vue. Je suis la situation jusqu'au bout. Si je réussis à le faire, malgré nos maigres moyens, l'État pourrait poser un dispositif adéquat à cette effet. L'initiateur du programme, qui a eu à inhumer des cadavres dans les pays de transit sur les tombes desquels on n'inscrit que des chiffres, contient mal ses émotions. Aujourd'hui, je peux revenir et voir que les parents sont là en train de demander. Et je peux juste me poser les questions si ils ne font pas partie des personnes que j'ai pu enterrer parce que je n'ai pas pu identifier. Dans tous les pays de transit, au Maroc, en Tunisie, parce qu'en Tunisie, on a des cimetières des inconnus, des cimetières où on a inscrit que des chiffres. C'est pourquoi quand vous voyez dans nos documents, on a écrit des chiffres, des noms et non des chiffres. Tu vois, parce qu'on a compris que chaque individu a un nom. On ne doit pas l'enterrer avec un chiffre. La manière dont la migration a été stigmatisée, nous, on n'a plus envie de parler de ça parce que chacun dit que ce sont des gens qui se suscitent. Et à un moment donné même, nous, on se victimise, ce qui fait qu'aujourd'hui, les familles même sont en train de se cacher pour vivre toute cette douleur à l'intérieur, sans pouvoir en parler à quelqu'un. Une pirogue qui a quitté Joal pour l'Europe et qui reste introuvable préoccupe beaucoup la présidente de l'association des victimes de l'immigration irrégulière qui a perdu son fils aîné dans cette aventure. On note malheureusement des décès de bébés. Au moment où nous parlons, on a des parents qui ont embarqué dans une pirogue à Joal. Malgré nos multiples annonces, celle-ci reste introuvable. Nous prions que Dieu nous la fasse découvrir. Parlons à présent de difficultés dans 3 secteurs d'activité, le commerce, la culture et la couture. Les différents acteurs de ces secteurs se plaignent des nombreuses difficultés d'accès au financement malgré les dispositifs mis en place par l'État du Sénégal, ce qui constitue selon eux un frein au développement de leurs activités. C'est un reportage d'Ibrahim Dramé. Les uns tenant leur petit commerce, les autres usant de leur talent. Ici à Gueule-Tapée, chacun essaie tant bien que mal de joindre les 2 bouts. Ce vendeur de vêtements déplore le fait qu'on les ait laissés à eux-mêmes. Personne ne nous soutient. Nous nous débrouillons tout seuls avec les moyens du bord. C'est très dur. Présentement, je peux jurer que je n'ai pas un rond avec moi. Cet homme est couturier depuis 15 ans maintenant. Pour lui, ils ne vivent pas du tout de leur métier car ne trouvant pas les fonds nécessaires pour étendre leur business. Actuellement, le business nous pouvons accéder parce que business moyen Nous ne pouvons pas étendre notre business faute de moyens. Tous ces financements dont nous entendons parler, comme la DER, nous n'y accédons pas. Comprendre pour nous ce problème là. L'organisation et la méthode, les maîtres mots pour sortir de toute difficulté, c'est la vie de cet artiste musicien.
Dans toute chose, c'est l'organisation et la méthode qui font la différence. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Les centres culturels ne sont pas comme avant. Il y a presque plus de producteurs, il y a plus de distributeurs et de piraterie cause d'énormes difficultés. Le ministère de la Culture et la mairie doivent davantage épauler les artistes. Nombreux sont les problèmes qui gangrènent les secteurs d'activité au Sénégal. Cependant, les acteurs ne découragent pas. Avec les moyens du bord, chacun essaie de faire avec, espérant de meilleurs lendemains. Je vous le disais dans les titres, dans les transports en commun, il est fréquent de rencontrer des personnes avec des objets dangereux, de la bouteille de gaz de la ménagère au fourneau du vendeur de café. Ces objets ou matériaux transportés comportent énormément de risques pour les autres passagers du bus, du car ou du taxi. Tout cela sous le regard inconscient ou insouciant du chauffeur ou de l'apprenti chauffeur qui se contente d'encaisser l'argent, négligence ou inconscience. La question a été posée par Amidjouf à certains chauffeurs et conducteurs. Regardez. À l'arrêt des cars rapides, des apprentis guettent les clients. L'un des chauffeurs vient de pointer. Le conducteur refuse de transporter tout bagage, compromettant la sécurité des usagers. Nous ne faisons pas de transport de bagages. Nous transportons des personnes. Il y a certains bagages que je ne vais jamais transporter. Je le fais pour la sécurité des clients, mais aussi pour ne pas les encombrer. Pour ce chauffeur, ce qu'il refuse de transporter le plus souvent, les bouteilles de gaz. Comment peut-on transporter une bouteille de gaz dans le transport en commun? Si c'est une bouteille vide, je tolère, mais je ne transporte jamais une bouteille de gaz pleine. Ceci est plus fréquent dans les bus Tata où il y a plus d'espace. Les receveurs ne cessent de disputer avec les clients. Les passagers entrent souvent dans le bus avec des tasses de café. Il y a même des vendeurs de café qui entrent dans le bus avec des fourneaux. Mais je leur demande toujours de descendre. Transporter des objets ou matières dangereuses est inadmissible selon nos interlocuteurs. Pour eux, la sécurité des usagers doit primer sur tout le reste. Transport aérien, l'aéroport international Blaise Diagne accueille une nouvelle ligne, la ligne Dakar-Caire-Dakar. Des dessertes seront effectuées par les compagnies Air Sénégal et Air Cairo 2 fois par semaine. Et cette nouvelle desserte aérienne devrait renforcer les relations diplomatiques, touristiques, culturelles entre le Sénégal et l'Égypte. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à l'AIBD et c'était en présence de Mountaga Khan. Les relations entre l'Égypte et le Sénégal, qui sont déjà au beau fixe, seront davantage renforcées par ce nouveau vol. Les deux présidents ont des relations très cordiales et la coopération aujourd'hui entre le Sénégal et l'Égypte est multiforme. Et cette ligne qui vient de s'ouvrir entre Dakar et le Caire n'est qu'une manifestation en fait de l'excellence des relations entre les deux pays. Avec ce vol, le Sénégal s'est vu ouvrir les portes de l'Asie et du Moyen-Orient. Donc par-delà le fait que cette ligne va développer les relations touristiques, les relations commerciales, les relations culturelles entre les deux pays, l'Égypte est une porte vers l'Asie en général et vers le Moyen-Orient en particulier. L'ambassadeur de l'Égypte au Sénégal, qui a magnifié l'excellence des relations des deux pays, a vu à travers ce vol la consécration de Cheikh Anta Diop. Et en plus, ça coïncide avec la célébration du centenaire du Cheikh Anta Diop. Je me demande vraiment s'il était encore en vie, comment il aurait été content d'avoir cette ligne. Les deux compagnies, Air Sénégal et Air Cairo, qui constituent désormais un pont reliant l'Atlantique au Nil, vont abréger la souffrance des passagers qui, au lieu de faire 20 km, n'auront que 8 km à parcourir.
Et ce sont sur ces notes musicales que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Bonne suite des programmes à toutes et à tous.